Allez, donc bonjour à tous et bienvenue dans ce 7e webinaire qui aura pour thème l'adhésiolyse, donc le traitement des fascias profonds. Donc pour ceux qui sont habitués à regarder nos webinaires, vous avez pour habitude de voir mon ami et collègue Nicolas que vous venez d'entendre. Donc aujourd'hui, c'est moi qui suis derrière l'écran, donc je suis Manuel Gavel, kiné, ostéopathe et co-gérant de MKNG Formation. Donc, je vous demanderai juste, apparemment c'est déjà le cas, mais que tout le monde coupe bien son micro et sa webcam pour que tout se déroule correctement. Bien évidemment, à la fin du webinaire, vous pouvez réactiver les micros ou parler directement sur le chat pour poser les questions si vous en avez. Aussi, avant de commencer, je voudrais vous représenter, ou plutôt vous annoncer le prochain webinaire qui aura lieu le 8 décembre à 20 h. Et qui sera présenté par Thomas Caroussel avec comme thème le squat neuromoteur. Donc, dans ce webinaire, Thomas abordera le squat sous un nouvel aspect et vous expliquera dans quelle mesure le squat peut être un outil de diagnostic, de bilan, et à la fois un outil de traitement, avec bien sûr le principe du test-retest. Donc, je rappelle encore une fois le thème de ce soir. Donc, le thème de ce soir, c'est l'adhésiolyse, le traitement des fascias profonds, qu'on va du coup aborder d'une manière un petit peu différente que d'habitude, puisque ce sera un format interview dans lequel on essaiera de répondre à certaines questions que vous pouvez vous poser. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir le docteur Thierry Opuncheng, médecin du sport et ostéopathe, avec qui j'ai la chance d'exercer au sein du cabinet. Donc ça me tenait particulièrement à cœur de vous faire découvrir sa technique et sa manière de travailler. Ces techniques ont été, je dois dire, assez révélatrices dans ma pratique professionnelle et j'espère du coup qu'elles le seront également dans la vôtre. Donc, bonjour Thierry. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, avant de rentrer un peu plus dans le détail, peux-tu en quelques mots expliquer ce qu'est l'adhésiolyse et ce que tu peux traiter avec? Alors, le but principal de la désiolyse manuelle, c'est de briser dans les 3 plans d'espace les adhérences excessives entre les fascias tendineux et musculaires, capsulaires et ligamentaires, mais aussi vasculo-nerveux, afin de leur redonner un glissement pour qu'ils redeviennent mobiles et indolores. La désiolyse manuelle sert simplement à traiter 5 dysfonctions qui sont à l'origine de la plupart des troubles musculo-squelettiques. Donc 3 de ces dysfonctions sont communes à toutes les articulations. Et pour le genou, s'y ajoutent 2 autres dysfonctions. Alors, ces 5 dysfonctions, il y en a 4 qui sont vues en échoscopie dynamique. Les adhérences entre les fascias profonds, les microcristaux agressifs, les piégeages intra-articulaires d'un morceau de capsule, et enfin les subluxations dynamiques des ménisques au niveau du genou. Quant à la 5e dysfonction, elle est visible sur les radios comparatives des genoux. Ce sont les subluxations de la tête de la fibula. Ok, mais ces techniques-là, ça sort d'où? Comment est-ce que tu es tombé dans ce type de traitement? Alors, je me suis inspiré de la pratique de mon mentor, le professeur Dominique Wolf, qui était chef de service en rééducation. Mais son travail prodigieux, c'est son travail prodigieux de kinésithérapeute et d'ostéopathe qui m'a fasciné. En 2005, les résultats spectaculaires qu'il obtenait chez mes militaires m'ont intrigué. Et à force de chercher à savoir ce qu'il faisait de beaucoup mieux que moi, finalement, il m'a pris en compagnonnage à raison de 2 matinées par semaine pendant 4 ans, où j'ai pu modéliser ses manipulations astucieuses et ses raisonnements déroutants, car paraissant beaucoup trop simplistes pour être vrais, dixit les spécialistes qui l'irritaient. Alors, j'aimerais juste revenir un petit peu en arrière et aborder quelques points qui me semblent quand même importants. Alors, premièrement, ton parcours professionnel. Et ensuite, est-ce que ce parcours t'a aidé dans la conceptualisation de ces techniques-là? Alors, je vais aborder la partie de mon parcours de médecin militaire que celle qui m'a été utile pour créer la dialyse manuelle. Je suis devenu urgentiste pour être un peu plus crédible auprès de mes confrères qui étaient condescendants auprès de moi, parce qu'à mes débuts, j'étais nutritionniste et j'étais plutôt moqué. J'avais soutenu la seule thèse de médecine sur un régime paléolithique en 1994, dirigé par le docteur Jean Seignalais. Mais c'était à l'époque qu'il était mis au banc de la fac, bien avant qu'il soit enfin encensé incontournable, suite à son best-seller « L'alimentation ou la troisième médecine ».
Alors, toute cette période de raillerie m'a encouragé à rester ouvert et à challenger les dogmes en place. Parallèlement, j'ai fait un peu d'épidémiologie comme médecin évaluateur pour un vaccin. Et en 1997, j'ai eu l'opportunité de faire de la recherche en infectiologie et médecine tropicale, où j'ai été premier auteur de 2 études sur les maladies transmises par les tiques, dont la randomisée en double aveugle la plus grande au monde, avec l'Institut Pasteur d'un côté qui décortiquait les tiques qu'on recueillait sur les soldats, et le laboratoire du professeur Didier Raoult pour contre-expertiser les résultats sanguins qui me paraissaient douteux. J'ai décrit un nouveau syndrome d'adénopathie cervicale chronique et détecté la première infection chez l'homme par une bactérie, Rickettsia solaca. Ça a conduit les armées à fabriquer des treillis de combat répulsifs à la plupart des insectes, résistants au lavage et sans effet secondaire. Et accessoirement, le service de santé des armées m'a salué d'une médaille pour travaux scientifiques. Alors, cette notoriété acquise m'a permis de proposer des études qui m'intéressaient enfin vraiment. D'abord en médecine du sport. J'ai conduit de grandes études randomisées sur la prévention des blessures chez le militaire. Ça a incité les armées à améliorer le confort des rangers. Et du coup, j'ai eu enfin l'autorisation de publier sur l'ostéopathie mes 4 études sur l'adhésioïsme manuel, dont 2 furent primées. Mais la compétence indispensable pour formaliser l'adhésioïsme manuel, c'est la psychothérapie qui me l'a formée, qui me l'a fournie grâce à mes formations en hypnose, mon master en programmation neurolinguistique, qui m'ont appris la rigueur du raisonnement scientifique et surtout à modéliser mon mentor, c'est-à-dire à déchiffrer et reproduire ces techniques efficaces, puis les adapter à mes caractéristiques pour enfin les rendre accessibles à tous. Ça fait un bout de chemin. Est-ce que tu as eu des personnes qui t'ont aidé dans cette conceptualisation? Le contributeur le plus important, c'est le radiologue Jean-Pierre Jourdan, un pionnier de l'échographie. Il m'a aidé à comprendre les explications de mon maître en me montrant en imagerie ses théories. Et j'en ai eu bien besoin parce que Wolf était vraiment pas très pédagogue. Par exemple, il me disait, tiens, tu vois Thierry, là, tu vas bien, là, c'est simplissime. Les muscles sont collés, bah, il suffit de les décoller. La capsule s'est coincée, bah, tu n'as plus qu'à la décoincer. Ou la fibula est à l'envers, alors tu n'as qu'à la remettre en place. Donc, avec le Jourdan, on a commencé par étudier les gonalgies chez les militaires. On a compté que plus de 75% des gonalgies avaient une subluxation de la tête de la fibula. Alors, on a sélectionné une 60aine de militaires qui avaient une malposition tibiofibulaire. On leur a fait des radios avant et après manipulation, des radios qui comparaient les 2 genoux. Et on a décrit 4 types de subluxation de la tête de la fibula qui, après réduction, guérissaient dans 80% des cas, dont un tiers le lendemain. Alors juste, si vous pouvez éteindre le micro, s'il vous plaît. Voilà, merci. Alors, 80%, 85% de guérison, 10% d'amélioration et 5% d'échec. Bon, ça a été publié en 2008. Ça m'a donné le premier prix de la Société française de médecine manuelle ostéopathique et orthopédique. Mais dans la foulée, on s'est mis à l'échographie dynamique avec 2 études où on a observé des anomalies non décrites qu'on a interprétées comme étant des adhérences. Cette fois-ci, on a fait passer à 15 militaires atteints d'épicondyle et 12 légionnaires qui souffraient de pubalgie. On leur a fait passer une échographie avant et après manipulation. S'il vous plaît, pour ceux qui ont le micro allumé, merci de le couper parce qu'on a un son de réverbération. On entend des gens qui parlent. Merci. Donc, on leur a fait passer une échographie avant et juste après les manipulations. Ça a été publié en 2010 et j'ai obtenu un autre premier prix par la Société de médecine manuelle ostéopathique. Et on a poursuivi avec l'échographie dynamique pour chercher d'autres dysfonctions qui pouvaient expliquer nos échecs. Et c'est là qu'on a découvert, d'abord au niveau de la cheville, l'existence de piégeage intra-articulaire, c'est-à-dire un repli de capsule qui se coince dans l'articulation
mais uniquement lors de certains mouvements. Ensuite, on a vu que des microcristaux étaient parfois agressifs lorsque ces cristallisations étaient trop proches d'une anthèse ou de la capsule et pouvaient les embrocher ou irriter les nocicepteurs. Et enfin, dans les gonalgies, chez les militaires après 40 ans, je me suis aperçu que j'oubliais beaucoup de diagnostiquer les subluxations des ménisques qui n'apparaissaient qu'en extension ou qu'en flexion forcée. Ensuite, j'ai bénéficié de l'expertise du docteur Pierre Wegner. C'est un rééducateur, ostéopathe, mais surtout un pionnier de l'échographie musculo-squelettique. Pendant des années, on s'est changé, soit dans son service au CHU de Nîmes, sous la supervision du professeur Duperron, soit au centre de formation en échographie, où il enseignait pour le professeur Jean-Marie Bourgeois. Au final, il a prouvé la réalité de mes signes échoscopiques d'adhérence qu'on avait découvert avec le radiologue Jean-Pierre Jourdan. Il a étudié une soixantaine de patients atteints de syndrome de canal carpien qu'il avait comparé à l'échographie à l'électromyogramme, montrant que l'échographie était plus efficace pour le diagnostic. Mais surtout, il a prouvé que le nerf médian était immobilisé par des adhérences entre le rétinaculum du carpe et les tendons fléchisseurs des doigts. Et que si on appliquait une simple manœuvre d'adhésiolyse, dans plus de 90% des cas, on obtenait la guérison dès le lendemain, car alors le nerf médian retrouvait du glissement, donc lors de la flexion des doigts, le nerf pouvait à nouveau replonger dans un espace libre de protection pour être protégé de la compression. Et puis, un peu avant son décès, il a été le premier à voir en échoscopie, sur le vivant, qu'un nerf périphérique sain, indolore, c'est-à-dire sans adhérence, en échoscopie, ce nerf était bien mobile sur tout son trajet longitudinal, des racines cervicales aux extrémités. On avait filmé cette mobilité pour les nerfs médian, radial et cubital. J'attribue un rôle majeur à un chirurgien orthopédiste, aussi médecin légiste, Jean-Noël Bernard, à Kaboul entre 2009 et 2010. J'ai profité de notre complicité lorsque certains patients passaient de ma salle d'urgence à son bloc opératoire. Il en profitait pour me montrer en live à quoi ressemblaient les adhérences. Et il a aussi remarqué l'importance des subluxations de la tête de la fibula dans les gonalgies. Et j'ai aussi été bien épaulé par Didier Chignou, un kiné-ostéo de la région, qui a été mon binôme de dissection pendant 2 ans. Il m'a prêté main forte en testant sur le cadavre différentes manipulations de décloisonnage pour libérer les adhérences entre les cloisons faciales. Enfin, j'ai eu le concours d'un cabinet de kiné de Montpellier. En mettant l'accent sur l'éducation thérapeutique, ils m'ont aidé à sélectionner 5 exercices d'automobilisation pour défibroser efficacement les articulations sacroiliaques afin de libérer durablement le bassin. Et puis toi, Manu, je tenais à souligner ta contribution. On a vu chez le lombalgie chronique, on a vu qu'en échoscopie, leur multifide était peu mobile, car très adhérent, et leur fascia avait perdu leur morphologie normale en multicouches superposées, comme dans un millefeuille. Et si l'adhésiolyse parvenait à redonner du glissement et de la mobilité à ces multifides, ça coïncidait souvent avec une ontalgie. Tu parlais tout à l'heure de troubles musculo-squelettiques que tu pouvais traiter. Alors, c'est un sujet quand même qui est assez vaste. Donc, chez toi, les principales indications pour ce traitement sont lesquelles? Alors, ça marche sur la plupart des troubles musculo-squelettiques périphériques, mais qui ne sont pas encore au stade chirurgical. Les syndromes du canal carpien, les épicondylalgies, les conflits de la coiffe des rotateurs, les pubalgies, les gonalgies, tels les syndromes fémoro-patellaires, syndrome de l'essuie-glace et les minuscopathies, la famille des périostites, myofascites plantaires, certaines tendinopathies d'Achille, et les chevilles douloureuses instables. Quant aux rachialgies, Est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît?
Ouais, je disais que pour les arthralgies chroniques, les résultats sont intéressants, mais quand même bien moins spectaculaires que pour les douleurs périphériques. Est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Merci. Le type de manipulation que tu fais dans la désiolyse, c'est quoi exactement? Il y a deux grands types de manipulation. Le décloisonnage, pour briser les adhérences entre les fascias profonds, et plus récemment, le déroulage profond qui libère aussi les adhérences entre ces fascias, mais en plus, ça libère les microcristaux agressifs et les piégeages de capsules intra-articulaires. Et il y a aussi la famille des mobilisations articulaires comme les techniques de coup de fouet, par exemple, pour réduire une tête de fibula, ou d'autres méthodes pour défibroser les articulations sacro-iliaques ou normaliser un ménisque. Et pour l'éducation thérapeutique, toutes ces manœuvres peuvent être enseignées aux patients sous le terme d'auto-adhésiolyse ou d'auto-ostéopathie, comme on voudra. Le bénéfice de ces manipulations, c'est quoi du coup? Alors, je prétends que c'est l'effet mécanique qui survient immédiatement. Ensuite, dans les 3 jours, s'expriment les phénomènes biochimiques, puis apparaît une régénération histologique après 6 semaines. Et enfin, la plasticité anatomique devient parfois visible à partir du 3e mois. Pour faire plus précis, de suite après la désiolyse, mécaniquement, ce qui se passe, c'est que le patient récupère l'amplitude grâce au meilleur glissement entre les fascias profonds qui s'accompagne d'un relâchement musculaire et donc d'un recentrage articulaire. Et c'est couplé avec l'antalgie, procurée par la libération des nerfs et des nocicepteurs qui sont plus comprimés. Ensuite, au niveau biochimique, dans les 3 jours, la mobilité s'accentue avec le gain de fluidité par l'apport d'eau fraîche à partir du plasma et de molécules lubrifiantes. Et simultanément s'opère une décongestion et un drainage du liquide gorgé de déchets de dégradation, de CO2, de radicaux libres et d'acidifiants. Et l'analgésie se consolide grâce à une meilleure conduction nerveuse, l'afflux d'endorphines et l'élimination des pro-inflammatoires et sensibilisation de la douleur. Et sur le plan histologique, après 6 semaines, les fascias se réhydratent et commencent peu à peu à retrouver leur morphologie fonctionnelle constituée de plusieurs couches coulissantes superposées en millefeuilles. Quant aux autres tissus, vasculaires, nerveux, immunitaires, ils se régénèrent par réoxygénation, l'apport d'ATP, de facteurs de croissance, l'afflux de macrophages qui ont bouffé la colle et nettoyé les tissus, et la maturation des cellules indifférenciées qui se transforment en fibroblastes, en fasciocytes, en cellules musculaires neuves. Et finalement, c'est la plasticité anatomique qui apparaît à 3 mois. En fait, elle est vraiment visible qu'après 1 an, à la condition que le patient pratique une activité physique. Alors, Est-ce que vous pouvez couper le micro, s'il vous plaît? ça marche même pour les lésions structurelles chroniques. Les fascias peuvent récupérer une belle morphologie fonctionnelle et les muscles inverser leur atrophie et stopper l'infiltration par la graisse. C'est favorisé par la reconstitution des réserves en eau fraîche et en nutriments et du stock de fibroblastes qui sont neufs. Ces fibroblastes sont plus grands, ils deviennent plus solides, ils sécrètent des fibres de collagène d'excellente qualité qui se réorientent dans le sens d'une architecture souple et résistante. Alors, tu parles beaucoup d'adhérence et d'accolement à tous les niveaux. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a ces adhérences et pourquoi est-ce qu'ils sont si fréquents? Alors, je ne sais pas pourquoi le corps humain, dès qu'il est fatigué ou défaillant, il se colle de partout. Je ne peux que constater que les adhérences entre les fascias, c'est la dysfonction omniprésente qui fait le lit de toutes les douleurs musculo-squelettiques. Et que la cause principale d'adhérence, ce sont les contractures musculaires. Alors, mais avant tout, pour s'accorder, je vais vous donner une définition des fascias. On pourrait les considérer comme formant
un seul organe qui vibre. Il pèse à peu près 20 kg, c'est-à-dire un peu moins du tiers du poids du corps. Et le tissu facial s'organise en réseau de fibres de tissu conjonctif très fluide qui enveloppe tous les muscles, tous les organes, les relie entre eux et au squelette et permet le glissement harmonieux de toutes les structures du corps humain. Bon, je vous épargnerai les nombreuses autres fonctions métaboliques. Et si je devais définir une adhérence, pour moi, une adhérence, c'est physiologique, hein. Elle témoigne juste du renouvellement et de la réparation permanente des tissus, c'est-à-dire notre cicatrisation. Et l'excès de fibrose est éliminé lors de la résorption nocturne. Mais en cas de déséquilibre où l'accumulation de fibrose dépasse nos capacités de résorption, alors les adhérences persistent, elles deviennent pathologiques et potentiellement douloureuses. Et la zone adhérente se comporte alors comme de la colle. En fait, ce qui se passe, c'est que les fibres de collagène qui ne sont pas éliminées, non renouvelées, elles vieillissent, elles s'épaississent, elles s'en mêlent, elles durcissent, elles finissent par engluer et étouffer le tissu nerveux et vasculaire. En gros, ça colle tout. Et ce tissu conjonctif perd sa belle architecture fonctionnelle, son enchevêtrement devient chaotique, rigide, ça laisse une cicatrice fragile qui casse facilement et ça devient une zone propice aux récidives. Alors, une chose m'interpelle quand même, c'est que tu ne parles pas de notre mode de vie comme pouvant être une des causes de ces accolements. Il y a plein de causes, j'en vois 3 essentielles. En dehors des contractures, quelle que soit son origine, il y a les stress émotionnels qui favorisent le collage. Par exemple, il y a une sécrétion de TGF, ce sont les facteurs qui altèrent la croissance et le renouvellement des tissus. Et surtout la malbouffe. Ainsi, dans un corps sain, pour simplifier, on va prendre l'angle des tissus alcalins. Ou par exemple, l'acide hyaluronique qui est fraîchement sécrété se comporte comme un lubrifiant, comme un hydratant. Alors que si les tissus sont acidifiés, enflammés, cet acide hyaluronique, c'est plus du tout un lubrifiant, il se transforme en glu. Donc, chez un patient stressé en mauvaise alimentation, ces gens-là, ils se recollent plus vite et ils nécessitent plus de séances. Et du coup, quel est l'apport de l'adhésiolyse par rapport aux autres thérapies manuelles? Le plus, c'est notre façon d'utiliser l'échoscopie dynamique afin de localiser nos 5 dysfonctions qui seraient invisibles en imagerie statique. L'échoscopie permet de guider les manipulations et d'en vérifier l'efficacité immédiate. La dynamique, c'est quoi la différence entre l'échographie dynamique et l'échographie qu'on connaît généralement? D'abord, un détail important, je dirais même essentiel, hein, afin de vous rassurer, si vous ne pigez rien à ce qui suit, c'est normal, car même un échographiste, s'il ne manipule pas, il sera pantois, tout comme vous, devant ce que je vais vous dire. Comme ce fut le cas pour mes complices, pourtant de vrais pionniers de l'échographie, hein, fin 70, début années 80, car au début, ils considéraient que les anomalies constatées étaient tellement fréquentes qu'elles ne pouvaient être que banales. Or, ils n'ont eu le déclic qu'en réalisant que lorsque ces images disparaissaient après manipulation, alors ça coïncidait avec la guérison. Maintenant, voyons ce que l'échographie statique nous montre. C'est des structures en position neutre ou de repos. C'est donc impossible de révéler nos adhérences, à moins que ce soit une cicatrice monstrueuse, hein, au décours d'une déchirure, par exemple. À l'inverse, ce que nous permet l'échographie dynamique, on exerce des contractions musculaires contrariées pour mobiliser les muscles et leurs cloisons. Normalement, les muscles se contractent en spirale. En coupe frontale, on observe qu'ils se contractent librement en sens inverse, alors qu'en profil, ils coulissent parfaitement les uns sur les autres. Et leurs cloisons faciales sont fines. Et lors de la contraction, le fascia décrit
une courbe harmonieuse, concave ou convexe en fonction du sens de la contraction. Alors qu'en cas d'adhérence, les muscles s'immobilisent peu à peu, et si on scrute la cinétique des fascias, au repos, ces fascias s'épaississent sur une partie, et lors de la contraction, les fascias s'immobilisent et perdent leur belle courbure harmonieuse qui décrit un mouvement saccadé en S ou en dents de scie, jusqu'à ce qu'il soit complètement immobilisé. D'accord, donc au lieu d'avoir une belle courbe, on va avoir plutôt un angle droit ou plutôt un angle au niveau de cette aponévrose. Voilà, en fait, il faut le voir pour comprendre. Alors par contre, voilà, tu sais que nous, en tant que paramédicaux, alors premièrement, on est très peu formés, voire pas du tout à la lecture de l'imagerie. Et enfin, on a très peu d'échographes au sein de nos cabinets, puisque premièrement, il y a un coût, et deuxièmement, on n'a pas de cotation pour ça. Donc, est-ce que le fait qu'on n'ait pas l'échographie au sein de nos cabinets, est-ce que ça peut pas être un frein, un diagnostic correct qui va permettre d'adapter justement la technique? Ouais, alors l'échographie, c'est un super accessoire pédagogique et pour la recherche. Cependant, en pratique quotidienne, l'échoscopie est devenue superflue grâce aux tests diagnostiques cliniques que j'ai déduits au fil des années de la relation entre les constatations cliniques avant et après manipulation qui coïncidaient avec les images échographiques correspondantes. Et donc, ces tests, maintenant, suffisent dans la majorité des cas pour diagnostiquer les 5 dysfonctions qui sont accessibles au traitement manuel. Donc, sans rentrer dans les détails, est-ce que tu peux donner quelques exemples de tests cliniques que tu fais? Alors, il y a d'une part l'examen visuel et palpatoire qui permet le diagnostic, par exemple, du type de subluxation de la tête de la fibula, et d'autre part les tests de recentrage musculaire et articulaire qui, en libérant artificiellement, momentanément, la compression du nerf ou de l'articulation, ça soulage immédiatement la douleur et donc ça oriente le sens de la manipulation, voire de l'éventuelle contention. Est-ce que tu peux rappeler les 5 dysfonctions dont tu parlais au début et les points clés à retenir? Alors, dans toute articulation douloureuse, je retrouve 1 à 3 des dysfonctions suivantes. Systématiquement, il y aura des adhérences entre les fascias profonds qui vont comprimer les nerfs et les vaisseaux qui sillonnent entre eux. Parfois, s'y ajoutent des cristaux qui irritent une anthèse ou la capsule. Et fréquemment, il y a un piégeage en articulation d'un repli de membrane synoviale qui risque, dans les cas anciens, de former une véritable bande fibreuse ligamentaire, puis quand ces bandes se rejoignent, former une véritable toile d'araignée fibreuse. Et dans les gonalgies, on a 2 dysfonctions supplémentaires, presque quasi systématiquement une subluxation de la tête de la fibula et fréquemment une subluxation des ménisques, en général le médial. Je rappelle que 4 de ces dysfonctions ont été découvertes en échoscopie dynamique. Les adhérences des fascias profonds, les piégeages de repli capsulaire à l'intérieur d'une articulation, les microcristaux agressifs et les subluxations des ménisques au genou. Et quant à la subluxation de la tête de la fibula, elle a été confirmée par les radios comparatives des genoux. Donc, ce qui est très important pour nous et bon, pour toi aussi, c'est l'éducation thérapeutique. Toi, l'éducation thérapeutique, elle a quelle place dans ton traitement? Alors l'autoadhésion, bien sûr, ça limite les rechutes, mais surtout, ça potentialise les bénéfices de l'éducation thérapeutique. Je prends l'exemple, si des tissus restent contractés, donc collés, on peut risquer, lors d'un exercice de renforcement, d'aggraver un décentrage ou une compression articulaire, et de même faire un stretching d'une chaîne musculaire contracturée adhérente, c'est quand même plus difficile, hein, c'est comme si on essayait de tirer sur un ressort. Quant à l'auto-adhésiolyse, pour les zones qui sont peu accessibles aux patients, on peut lui apprendre à utiliser des objets simples et pas chers, hein,
comme une gomme, un gua sha, 2 boules de pétanque ou encore un coussin ou un pistolet de massage. Et quand c'est utile, on peut apprendre aux patients à se poser une autocontention. Alors, une chose qui me semble assez importante que tu n'as pas abordé, enfin, tu as abordé au début du webinaire les indications, mais tu n'as pas parlé de contre-indications. Ça veut dire qu'il n'y en a pas? Non, non. Alors, il y a des contre-indications absolues. On ne fera jamais des dialyses en regard d'artères à risque d'accident vasculaire, comme les artères vertébrales ou les carotides. Il y a aussi des contre-indications relatives. Ce sont les peaux fragiles ou hyperréactives, les patients sous anticoagulants, et de même, on sera extrêmement prudent devant une déchirure ou un hématome frais, une ténosynovite ou lors d'une pousse inflammatoire. Toutefois, dans ces cas-là, la désuélyse très douce reste possible, à titre de drainage par exemple. Moi, je le fais. Alors, tu parles de l'adhésiolyse très douce. Ça veut dire que normalement, l'adhésiolyse est quand même beaucoup plus profonde et potentiellement plus douloureuse. Est-ce que ça peut rendre la technique difficile à pratiquer? Bah ouais, c'est le problème. À cause de la douleur, au moment du décloisonnage, on peut avoir de l'appréhension au moment de se lancer, car comme ça a été mon cas, hein, j'ai dû dépasser ma barrière mentale créée par la croyance que je ne devais jamais faire mal aux patients. Or, comme l'adhésiolyse est profonde, elle est souvent douloureuse. Heureusement, nos craintes volent en éclats hein, quand le patient est soulagé immédiatement pendant la séance. Et comme il retrouve l'espoir de guérir et que la méthode est très efficace, bah là, on prend vite confiance. À noter que lorsqu'il n'y a plus du tout d'adhérence, l'adhésiolyse, aussi forte soit-elle, est complètement indolore. Alors, on va passer aux, aux questions. Donc là, soit vous rallumez vos micros, soit vous posez les questions directement sur le chat, si j'arrive à y aller. OK. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Alors là, il y a une question. C'est est-ce que tu as des pourcentages sur l'efficacité? Tout à l'heure, tu parlais de plein de dysfonctions. Est-ce que tu as des pourcentages sur l'efficacité par rapport à ça? Alors, j'avais rapidement évoqué là, hein, lors de mes publications, c'était avant 2010. Hein. Alors, on avait des super résultats, mais il faut savoir que nos patients, c'était des militaires, jeunes, en bonne forme. Et depuis ma patientèle, depuis 12 ans, bah, elle s'est étoffée de personnes plus âgées, en mauvaise santé. Mais comme ma technique s'est bien améliorée, j'ai pu conserver des résultats à peu près similaires. Alors, avant de parler de pourcentage, je considère que les échantillons de plus de 30 patients, afin d'éliminer une bonne partie des effets dus à placebo, si j'ai une efficacité supérieure à 70%, ou si on surpasse de plus de 20% les bénéfices du traitement considéré référence. Je rappelle par exemple que dans le syndrome du canal carpien, on obtenait 90% de guérison en une séance. Bon, moi maintenant, je veux dire 95%. Dans les épicondylites, en 3 séances, 90%. Alors, je pense du coup que tu as peut-être déjà répondu plus ou moins à la question que pose Roxane. Roxane demande combien de séances faut-il pour aboutir aux effets décrits. Alors, je pense que ça dépend des zones, ça dépend de... Est-ce que est-ce que tu as un exemple particulier d'une pathologie, Roxane? Parce que là, on parle des troubles musculo-squelettiques sur certaines zones. Est-ce que tu as un truc en tête par rapport à un patient, peut-être? Ou est-ce qu'il a répondu déjà à la question par rapport à la question précédente? C'est quelle la question? C'est combien de séances faut-il pour aboutir aux effets décrits? Avant de lire toute la question, ce que je veux dire, c'est que la désuélyse profonde, au maximum, on fera par semaine 2 séances, allez, maximum 3.
afin de respecter le délai de régénération qui prend bien 2 à 3 nuits. Par contre, pour les mobilisations articulaires comme la tibiofibulaire ou les sacroiliaques, on peut les faire quotidiennement. Après, le nombre de séances, bon, j'ai dit une séance pour le syndrome canal carpien, mais on ne fait pas que le canal carpien, on fait tout son trajet, hein. Si on fait que le canal carpien, on aura guérison pour 6 mois. Si on fait tout le trajet, c'est plusieurs années, voire à vie. Et après, ça dépend des pathologies du diagnostic. Ça dépend des zones. Donc, ça dépend des zones, des indications. Alors moi, pour répondre un petit peu à ta question, moi, en fait, j'ai rencontré le docteur Opuncheng dans le cadre du travail, hein, puisqu'il m'envoyait des patients, je ne le connaissais pas encore. Et souvent, quand je recevais des patients, donc, que ce soit en kiné ou en ostéopathie, quand ils arrivaient, je voyais qu'ils avaient des bleus des fois, hein, sur, sur le corps, parce que c'est des techniques assez profondes. Et comme je ne connaissais pas encore ce médecin, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui vous est arrivé? Et donc, les patients me racontaient un petit peu qu'ils étaient allés voir ce médecin. Et je leur demandais, mais ok, mais du coup, aujourd'hui, est-ce que ça va mieux ou pas? Et 95% des patients qui étaient redirigés vers moi, bah, ils n'avaient plus de problème. Donc, c'était presque inutile qu'ils viennent me voir. Voilà. Donc, bref. Donc, ça répond peut-être un peu plus à ta question, mais encore une fois, ça dépend de la pathologie qu'a la personne. Là, on parle vraiment des troubles musculo-squelettiques, notamment sur la cheville, le genou, l'épaule, le coude, le poignet, etc. D'accord? Donc, ça va dépendre de tout ça. Une autre question, c'est s'il n'y a pas de résultat, qu'est-ce qui se passe? Enfin, ça veut dire quoi? Alors, la désiolyse est tellement efficace que si il y a un échec thérapeutique, c'est qu'on s'est planté quelque part. On a fait une erreur, soit une erreur de stade, c'est-à-dire qu'on a fait le bon diagnostic du trouble musculo-squelettique, style conflit de la coiffe de rotateur, mais on est déjà au stade chirurgical. Donc là, vous pas rêver, hein. Soit on a fait une erreur de diagnostic, c'est-à-dire j'ai raté une maladie grave, auto-inflammatoire, auto-immune, une tumeur, ou alors j'ai loupé une fracture, un corps étranger intra-articulaire. En gros, donc, dans la pratique, la désolyse, c'est quasiment un vrai test diagnostique. Si ça ne marche pas, il y a de fortes chances que je me sois trompé quelque part. Alors moi, j'aurais une question encore par rapport aux contentions. Alors là, c'est moi qui la pose, c'est pas sur le chat. Quand tu poses une contention, toi, tu t'en sers comme bilan de la contention ou comme traitement aussi. Alors, les contentions manuelles ou qu'on pose, ouais, je peux m'en servir. C'est-à-dire, prenons l'exemple de l'épicondylite. Non, je te pose la question parce que c'est l'exemple que je prends systématiquement, même en formation des fois. J'ai un patient qui vient, qui a une épicondylite, par exemple. Je pense notamment à un patient que j'ai eu qui était prof de mécanique, hein, qui était toute la journée sous le pont en train de visser avec son tournevis. Et il est venu parce qu'il avait justement, il n'arrivait plus à visser sous son pont. Et donc là, j'ai fait mon traitement classique et après, en fin de séance, même au début, hein, j'avais déjà fait un petit peu des inductions comme ça de torsion musculaire, faciale, et je lui ai redemandé de reproduire son mouvement douloureux. Donc avant, ensuite je fais ma manœuvre et après. Et souvent ça marchait. Ça marchait très bien, il n'y avait plus de douleur, et je mettais mon tape ou mon strap dans le sens de soulagement. Donc, ce n'était pas forcément une application conventionnelle, mais et là, j'ai remarqué qu'avec ce type de procédé, bah, pareil, on réduit nettement le temps de rééducation par rapport à ce genre de pathologie. Donc, je pense que c'est peut-être un petit peu ce que tu fais, peut-être pas pour les mêmes raisons, mais C'est exactement ce que je fais. J'utilise des contentions dans deux cas. Soit avant de traiter, lorsqu'il va, par exemple, prenons l'exemple de l'épicondylite, je lui fais serrer la main.
Si je fais comme ça pour un bandage, il va avoir plus mal. Si je fais comme ça et qu'il a moins mal, je sais que pour refaire le tennis, je vais lui faire un bandage comme ceci. D'accord. Si j'ai un doute diagnostique, par exemple pour la tête de la fibula, je vais lui faire le mouvement douloureux et je vais lui poser un bandage temporaire, celui qui va le soulager. Ça va me donner le sens de la manipulation D'accord. et le sens de la contention s'il en aura besoin pour le sport. Alors, il y a plusieurs questions. Il y a Perrine qui demande si après chaque séance, tu refais une vérification écho. Plus maintenant. Ça, c'était au début. Maintenant, je suis tellement sûr de mon fait que non, je le fais plus. Bon, ça t'arrive de le faire de temps Actuellement, en temps, mais moi, je me rappelle quand tu m'appelais des fois pour venir en consultation, sur certains patients, voilà, c'est quand je voulais une imagerie pour illustrer un cours. En fait, maintenant, j'utilise l'échographie. Quand je sais qu'il y a une adhérence, enfin, quand j'ai un problème, quand je sais qu'il y a une adhérence très profonde, par exemple, entre au niveau de la fesse, entre les jumeaux, entre le carré fémoral, les trucs comme ça, un peu plus très compliqués, dans certaines pubalgies, je sais pas trop, je vois voilà, pour chercher une adhérence très précise, et je manipule juste après. Voilà, ça me sert vraiment pour les cas difficiles. Évidemment, au début, quand on a l'échographie, ça nous aide, ça m'a vachement aidé, hein. Je faisais les échoscopies fréquemment. Et puis maintenant, je me suis rendu compte que j'en ai plus besoin. Je sais que ça va marcher. Il y a Roxane qui demande si c'est une technique seulement médicale ou est-ce qu'un paramédical peut la réaliser. Alors, en dehors de l'effet législatif ou médico-légal, oui, un paramédical peut le faire, quelqu'un qui a dû toucher peut le faire. La preuve, alors là, je parle pas de l'autorisation légale, hein, Pourquoi? parce que Pourquoi on n'aurait je pas le sais droit? pas si une infirmière a le droit euh, de manipuler. Enfin, Ça reste une sorte ça reste une sorte là, je connais pas la législation. D'accord. Alors, c'est sûr que les ostéopathes, les kinés, tous ceux qui peuvent pratiquer de la thérapie manuelle, ouais, ils le font. Et souvent, ce sont les meilleurs, ce sont ceux qui n'ont pas fait trop d'études d'ostéopathie, de kiné, et encore moins de médecine. Parce Oui, qu'ils n'ont pas les kinés, il n'y a pas de souci. Les kinés, il n'y a pas de souci. Alors, on va répondre à la question de Michel un peu plus tard. Il y a Pagnon qui demande s'il y a des contre-indications à la technique. Ouais, bon, je veux dire, il y en a une. Ce sont, au niveau de la nuque, je pars du principe que tous les patients ont des plaques d'athérome. Donc, je ne vais pas m'amuser à écrabouiller une artère C'est et créer un embole. Donc, au niveau des artères vertébrales, c'est ce que tu c'est disais tout 1, à c'est 2, l'heure. voilà, c'est ce que j'ai dit. Et au niveau des carotides. Maintenant, une artère fémorale, dans la pubalgie, je vais m'arranger pour pas appuyer dessus, quoi. D'accord. C'est la seule contre-indication absolue. Au début, quand on ne sait pas, dans une poussée inflammatoire ou autre, on va pas le faire. On va faire plutôt une adhésiolyse tout autour. Ça va permettre de drainer, ça va déjà améliorer, ça va vasculariser. C'est Et ce puis, que c'est après, avec l'expérience, qu'on peut manipuler plus doucement. donc c'est ce que Mais il n'y a tu pas de... disais par rapport à l'adhésiolyse plutôt douce pour drainer, Voilà. c'est ça, hein? Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a des questions encore? Alors, il n'y a plus de questions. Alors, il y a la question encore de Michel. Est-ce qu'il y a des formations pour cette technique? Alors oui, il y a des formations pour cette technique. C'est la prochaine diapo euh, où on va, alors si elle veut bien passer,
Donc, c'est une formation, donc c'est moi qui vais la présenter du coup, mais c'est Thierry qui la dispense. Donc, c'est une formation qui va se faire sous 3 jours et pendant ces 3 jours-là, vous allez apprendre à traiter. Je vais te laisser dire les articulations que tu vas traiter pendant ces 3 jours. Voilà, c'est toi le Alors, formateur. il n'y a pas d'ordre. On se guide sur l'échoscopie, hein, parce que c'est bien de voir. Tout le monde a des adhérences, donc je vais montrer ce que c'est qu'une adhérence, comment la lever, les compressions des nerfs. En gros, on va faire tout ce qu'on a vu, hein. C'est les indications que tu as Dans vues le tout à l'heure. désordre, hein, syndrome du canal carpien, les épicondylites latérales, médiales, tous les conflits de la coiffe de rotateur, bon, tous les trucs périphériques. La cheville instable, il y a plein de choses à faire, très facile. Tous les problèmes de genoux. La pubalgie, il y a moins de cas, mais il y a des demandeurs. Les rachialgies, même si là, je suis pas sûr d'avoir 70% d'efficacité, mais il y a des choses très faciles à faire qui améliorent. Et surtout, le bassin, les sacroiliacs, je vous montrerai les techniques pour récupérer un bassin qui se remet pas de traviole 100 mètres après avoir quitté le cabinet. Donc, ça va être, tu vas aborder tout ce qui va être périphérique. Donc, Essentiellement périphérique, voilà. plus quand même le rachis, parce que c'est vachement important, hein, du sacrum jusqu'à la nuque, et le bassin. Donc là, vous voyez sur la diapo, on a des dates pour 2023 dans différentes villes. Donc Strasbourg du 3 au 5 mars, Paris du 2 au 4 mars, Montpellier du 23 au 25 juin et Perpignan du 18 au 20 septembre. Alors, les inscriptions, elles sont déjà ouvertes. Donc, tous les liens sont à jour, tous les liens sont créés. Donc, si vous allez sur mkngformation.fr et que vous allez dans nos formations courtes en thérapie manuelle, vous allez tomber sur l'adhésiolyse. Et tout en bas de la page, vous avez les différentes villes. Vous cliquez sur la date et vous allez tomber sur un lien de préinscription. Donc, avec ce lien de préinscription, pour ceux qui n'ont jamais fait de formation chez nous, vous remplissez vos données personnelles. Et suite à ça, vous allez recevoir un contrat personnalisé avec toutes les informations liées à la formation s'il n'y a pas toutes les informations sur le site. Normalement, elles y sont. Donc, est-ce qu'il y a encore des questions? Alors, je vois qu'il y a une petite bulle. Alors ça, pour l'attestation de présence pour l'école, il faut voir ça avec mon collègue Nicolas, qui, je crois, il a répondu déjà un petit peu plus haut. Il a dit en fin de formation. Vous pouvez faire la demande par mail à la fin du séminaire. Voilà. Donc, si pour ceux qui sont étudiants qui veulent faire une demande par mail en fin de session du webinaire, vous envoyez un mail à mkngformation@gmail.com et on vous délivrera une attestation de présence. Il n'y a pas de problème. Voilà. Bien, j'étais ravi d'avoir échangé avec vous ce soir. Voilà, Plaisir de vous revoir. j'espère que ça vous a plu. Alors, c'est des techniques qui, normalement, alors je sais maintenant par expérience que toutes ces techniques-là, ça ne parle pas toujours aux tout jeunes diplômés parce qu'ils veulent quelque chose de très… déjà, le fascia, hein, ça ne parle pas toujours énormément hein, aux jeunes diplômés. Mais moi, j'étais assez bluffé vraiment par l'efficacité de ces techniques-là. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de ma pratique aussi. Et j'en suis plutôt content. Donc, à ceux pour lesquels ça ne parle pas encore, je suis persuadé qu'un jour, ça vous parlera. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve le 8 décembre à 20 h avec Thomas Caroussel donc pour un webinaire 100% EBP sur le squat neuromoteur. Donc là, il va vous parler de plein de machins, d'études, de trucs et tout. Et voilà. Donc, bonne soirée à tout le monde. Au revoir.